Bonsoir, bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction. Nous sommes le vendredi 14 mars. Comment lutter contre le narcotrafic ? Le Parti communiste œuvre pour trouver les réponses à cette question. C'est en ce sens qu'hier, une table ronde a été initiée par la section communiste de Martigues. Entre autres, les sujets sur la table, une loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Cette loi a été adoptée au Sénat le mois dernier. Elle sera examinée dès lundi à l'Assemblée nationale. Réaction de Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, au micro de Gladys Sosserotte. La loi va produire des avancées, une adaptation des moyens de la puissance publique face à la réalité d'aujourd'hui des narcotrafics. C'est une bonne chose, mais il y a, de mon point de vue, encore un certain nombre d'angles morts dans cette loi. Sur le volet de prévention pour les consommateurs, accompagnement aux soins, mais aussi sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, le secteur bancaire qui est parfois complice de ces blanchiments d'argent, mais aussi sur le volet de coopération internationale et notamment la lutte contre les pays producteurs de drogue, que ce soit des drogues douces, comme on dit, ou des drogues plus dures, notamment en Amérique latine. Et là, il est vrai que ce texte de loi ne répond pas à ces sujets-là, ce qui nous poussera à continuer la bataille, évidemment, contre ce fléau. Pour rappel, 2023 a été une année dramatique pour notre département avec 49 narcomicides recensés, un record historique, soit 12% des meurtres liés au trafic de drogue à l'échelle nationale. 200% de taxes douanières pour les vins français, c'est l'annonce choc de Donald Trump en réaction à l'Union européenne qui souhaite taxer à 25% le bourbon, les motos et les bateaux importés en Europe en provenance des États-Unis, et ce, à partir du 1er avril. Les producteurs français tirent la sonnette d'alarme si une telle taxe entre en vigueur. Fabrice Joyeuse est président de la Fédération des vignerons indépendants des Bouches-du-Rhône et il ne cache pas ses inquiétudes. Nous, ce qu'on demande, c'est de travailler sereinement, et si jamais de telles taxes devaient être promulguées, d'aider nos viticulteurs à s'implanter sur de nouveaux marchés par des mesures d'aide à la promotion de nos vins sur d'autres territoires que les USA, si jamais on devait ne plus pouvoir travailler avec ce pays-là, parce que 200% de taxes, c'est énorme. On imagine que les contrats, pour l'instant, que vous avez avec les États-Unis, les contrats en cours, sont en suspens ? Alors ça, c'est tout à chacun. Il y a une grande part de nos vignerons provençaux qui travaillent avec des importateurs américains. Certains ont des contrats, d'autres pas forcément. Sur un business comme ça, c'est des milliers de bouteilles qui partent sur ce territoire et qui sont ensuite distribuées via un réseau de distribution qui est tenu par des agences américaines, quoi. Donc c'est aussi tout ce travail qui est fait par des Américains qui est remis en cause. Donc c'est pas seulement les vignerons français qui seront impactés, mais il y a aussi tout le travail de distribution qui est fait sur le territoire américain et qui a été mis en place depuis de nombreuses années. Éric Lombard, ministre de l'économie, a déclaré ce matin « Il faut que l'on discute avec les Américains pour faire baisser la tension et les tarifs ». Il assure se rendre aux États-Unis dans les jours qui viennent. Pour rappel, en 2024, les États-Unis ont représenté le premier marché d'export des vins et spiritueux français, un marché de près de 4 milliards d'euros. Fermeture imminente de 2 caisses d'allocation familiale, celle de la rue Malaval à Marseille et l'autre dans la ville d'Aubagne. Contactée par la rédaction, la CAF assure conserver ses services. Simplement, les locaux seront transférés. À Marseille, une délocalisation au siège de la CAF et à Aubagne, d'autres locaux seront mis à disposition des allocataires. La CAF ajoute qu'il n'y aura pas de suppression de postes. Coup d'envoi du salon de la moto aujourd'hui au Parc Chano, l'occasion de faire un bilan près d'un an après l'adoption du contrôle technique pour les motos. Ce contrôle ne faisait pas l'unanimité au sein de la Fédération française des motards en colère qui avait appelé au boycott. Où en est la situation près d'un an plus tard ? On écoute Gus Grégory, coordinateur de la Fédération française des motards en colère du 13. Du coup, on est toujours contre le contrôle technique. On demande toujours aux motards de boycotter le contrôle technique parce que de toute façon, ce contrôle technique qui est soi-disant est fait pour la sécurité des motards, alors qu'il n'y a que 0,5% des accidents qui sont dus à l'état des deux roues motorisées, alors que l'état des routes, c'est 30% des accidents. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, au lieu de nous mettre un contrôle technique qui va servir à rien, en gros, il ferait bien de mettre un contrôle technique des routes.
de façon à ce qu'on se casse un peu moins la gueule sur tous les aménagements des routes actuellement et au mauvais état de la chaussée. On reste à Marseille. Depuis 1 an, la rue de Friedland ou la rue des Enfants dans le 6e arrondissement est en pleine mutation. Les abords de l'école élémentaire sont piétonnisés pour plus de sécurité. Hier matin, un chantier participatif pour poursuivre cet aménagement a été organisé avec les petits de l'école primaire qui se trouvent dans cette même rue. Reportage Bérénice Vazac. Ce matin-là, 22 petits ouvriers travaillent collectivement à développer le mobilier urbain dans la rue, une expérience galvanisante pour Jenna, 8 ans. Ça peut être un peu compliqué des fois, mais après quand on apprend, et on améliore et donc on peut vite comprendre les mobiliers. Dans la rue des Enfants, on trouve désormais tout un arsenal de structures de bois. Elsa Goujon, architecte au Cabanon Vertical. Il y a des mobiliers pour s'asseoir, des mobiliers pour grimper, mais l'idée c'est d'avoir comme des parcours de jeu qui sont pas des jeux d'aire de jeu, parce que nous on fait pas ce type d'aménagement, mais ce sont plutôt des mobiliers assez mixtes qui font à la fois petite table, à la fois choses pour grimper, pour glisser. Et la disposition du mobilier dans cette rue est stratégique. L'idée, c'est aussi de dissuader avec des obstacles les 2 roues qui voudraient s'aventurer ici. Olivia Fortin, maire de secteur. C'était une rue qui était particulièrement dangereuse avec une vitesse importante des voitures et puis des trottoirs qui étaient trop petits pour que les parents et les enfants puissent devant l'école attendre les moments d'entrée à l'école et d'attente de sortie des classes. Et donc on est très heureux d'avoir aujourd'hui un espace protégé. Un espace protégé donc qui devrait être finalisé la semaine prochaine. Pour l'heure, il reste encore quelques lattes de bois à poser. Ces changements sont réalisés dans le cadre d'un dispositif de réaménagement. Il est orchestré par la ville de Marseille et par le collectif urbaniste Le Cabanon Vertical. La gendarmerie des Baux-de-Provence vient de faire un don au musée de l'Empéry à Salon de Provence. Il s'agit de 2 armes saisies lors d'une enquête criminelle, fruit d'un partenariat justice-culture mis en place depuis 4 ans entre la gendarmerie des Bouches-du-Rhône et le 2e musée militaire de France. Ce dispositif a déjà permis de préserver une 12aine d'armes de collection au lieu de les détruire comme l'exige la loi. Reportage Rémi Reponti. Depuis quelques jours, au musée du château de l'Empéry, on bichonne un pistolet des années 30, calibre 6,35, et une carabine soviétique des années 60, calibre 22. C'est un monsieur qui menaçait de tirer sur sa famille s'il rentrait dans la maison. Donc les gendarmes sont venus l'appréhender et ont récupéré les armes, les ont saisies, et puis les voilà maintenant dans nos collections. Dans une salle secrète du musée, la carabine est photographiée sous toutes les coutures. Nous faisons un inventaire. Elle est rentrée et comme nous avons différentes armes, peut-être dans le même modèle, c'est être sûr qu'on puisse la reconnaître. Voilà. Et en photographiant, justement, il y a des détails qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est une carabine en 22 cours, donc d'origine soviétique, qui est marquée dessus CCCP et qui n'est pas marquée URSS, qui date des années 60, une carabine TOZ, qui est arrivé par le commerce dans les mains d'une personne du côté des Alpilles, tout à fait légalement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au moment où on va avoir l'affaire de la baie des Cochons, où on va avoir la guerre froide qui bat son plein, il y a quand même des relations commerciales autour d'armes, on va dire très très légères, qui se font entre le bloc soviétique et l'Occident. Et cet objet en est, on va dire, la spécificité. Le pistolet, lui, trône déjà dans une vitrine. C'est un pistolet en 6,35 qui a été fabriqué à partir des années 30 et qui a été utilisé notamment durant la campagne de 40 parce que l'armée française était en déficit d'armes de poing et donc l'armée française a acheté un grand nombre de ces pistolets. C'est des beaux cadeaux qui se font au musée, donc moi je suis toujours très content quand des choses rentrent dans les collections parce que c'est des choses qui vont rester ici de manière pérenne, qui sont donc désormais inaliénables et imprescriptibles et donc à la vue de tous quand ils viennent visiter le musée. Ce pistolet, comme tout un ensemble d'objets rares de la période 1918-1936, pourront être admirés par le public à partir du 17 mai pour la nuit des musées et jusqu'aux Journées du patrimoine au musée militaire de l'Empéry à Salon de Provence.
Allez, on ouvre une page sport. J-2 pour le Classico en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Dimanche soir à 20h45, l'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour y défier le leader incontestable et incontesté du championnat, le Paris Saint-Germain. Les dynamiques sont inversées entre les deux clubs avec un PSG souverain en France et en Europe et une équipe marseillaise en difficulté sur les derniers matchs. Valentin Rongier, aujourd'hui en conférence de presse, a quand même expliqué que cet OM-là, eh bien, il n'avait rien à perdre face au PSG. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est une des meilleures équipes d'Europe actuellement, c'est un fait. Voilà, on a tous regardé le match contre Liverpool. C'est une grosse équipe, ils ont énormément de qualité. Maintenant, vous connaissez le football autant que moi. C'est un match de 90 minutes. On n'y va pas pour faire le dos rond et les regarder et se dire « Ah, ils sont meilleurs que nous ». Non, non, on y va pour faire un match très sérieux, avec tous nos atouts aussi, parce qu'on en a. Et voilà, on va essayer de ramener quelque chose. On sait que ça va être difficile. On a l'habitude d'avoir le contrôle des matchs. Ça va être intéressant aussi de voir face à une équipe qui, elle aussi, aime contrôler les matchs, de pouvoir se jauger un peu et voir comment on est capable de réagir face à une équipe qui peut nous priver de ballon. Et on va sûrement avoir des périodes où on va être un peu plus dans notre camp à défendre. On a moins l'habitude, donc ce sera aussi un bon test pour nous. Et pour la deuxième partie de ta question, je ne pense pas qu'il faille paniquer, bien au contraire. Une saison, c'est super long. Et je ne sais pas si vous vous rappelez où on était l'année prochaine. Là, voilà, il faut l'année dernière, pardon. Merci, Hello. Il faut se rappeler d'où on était et d'où on est actuellement. On est au mois de mars, on est 2e du championnat. Tous les feux ou presque sont au vert. Et il nous reste encore 2 mois de compétition. Il nous reste 27 points à prendre, ce qui est énorme. Et l'objectif de tout le monde, c'est de se qualifier en Champions League. Donc, même si il y a des fêtes ce week-end, on ne l'espère pas, hein, mais c'est pas une raison de paniquer. Pierre-Émile Heubière et Amir Mourio sont forfaits pour ce match. À noter que plusieurs centaines de supporters étaient présents au stade Vélodrome pour assister à l'entraînement des Marseillais. Comme vous le voyez sur ces images, ils ont apporté leur soutien sans faille à leurs joueurs. Ces supporters qui ne pourront pas se déplacer dimanche au Parc des Princes, ils ne sont pas autorisés, comme très souvent, malheureusement. Un mot du FCM, le club joue ce soir à domicile à 20h contre Pau. Mission commando pour les 100 et or ce soir pour leur maintien en Ligue 2. On passe au cyclisme. Berlétan accueille le peloton du Paris-Nice. Berlétan accueillait cet après-midi la 6e étape du Paris-Nice. C'est la 3e fois que la commune accueille cette course. Malheureusement, le beau temps n'était pas de la partie et ça a refroidi une bonne partie du public. Michel Montagne était sur place, rencontre avec une famille venue tout spécialement de Belgique. Nous venons de Courtrai de la Belgique. Je suis ici avec mes parents et mon petit chiot. Et nous sommes venus pour voir mon frère Edward qui roule dans l'équipe d'Alpecin. Et donc nous sommes vraiment venus pour le Paris-Nice. Vous le suivez sur toutes les courses ? On essaie, si c'est possible, si c'est pas trop loin, si j'ai des jours de congé, oui, on fait de notre mieux. Pas trop loin, vous avez fait combien de kilomètres ? Pour l'instant, on a 1200 km, je pense. Mais c'est pas encore fini, hein. On a encore 2 jours après et on a encore la route à la maison. C'est votre plus grande distance ? Ça dépend. J'ai 3 frères qui roulent le cyclisme. Donc l'année passée, on a fait Danemark. Et normalement, cette année, je fais encore avec ma sœur à Albanie pour le Giro d'Italie, normalement. Et alors là, vous êtes arrivés, tout s'est bien passé ? Oui, juste un peu de nuage. Là, c'est plutôt Paris-Roubaix que Paris-Nice. Oui, vraiment, oui, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas les pavés. Ça, je sais pas, je pense pas. Et votre frère, alors, c'est quelle équipe et il est quelle place ? Enfin, je sais pas. C'est donc Alpecin, mais il est plutôt pour les sprints et pas pour l'école. Mads Pedersen, le coureur danois, est arrivé en tête de l'étape au bout de 4h25 et ce, sous la pluie. En parallèle, Berlétan candidate pour accueillir une étape du Tour de France qui se déroulera en juillet prochain. Avant de se quitter, un tour de tout ce qui se passe ce week-end dans notre région, c'est l'agenda sorti de Noria Boussena.
Martigues se met à l'heure américaine. Ce samedi, ne manquez pas cette journée qui revient dans le centre-ville à partir de 10h sur le cours à Jonquière. C'est l'occasion de plonger dans l'ambiance festive et authentique de l'Amérique avec au programme un rassemblement de Harley-Davidson et de voitures US, des stands de nourriture et boissons typiquement américaines avec 2 concerts en live programmés dans la journée. Le salon des minéraux et fossiles s'installe tout ce week-end à Martigues. L'occasion de découvrir ce salon, donc à la halle, exposition de bijoux et pierres précieuses, fossiles et minéraux. C'est de 10h à 18h, une occasion unique de découvrir des trésors naturels, d'acheter des pièces exceptionnelles et d'en apprendre davantage sur le monde fascinant des minéraux. Le festival de l'imaginaire revient à Saint-Mitre-les-Remparts. Rendez-vous là aussi samedi au théâtre de la Manard de 10h à 18h pour plonger dans un monde féerique et fantastique lors de cette nouvelle édition du festival de l'imaginaire. Alors que vous soyez sorcier, chevalier, elfe ou super-héros, venez déguiser, participer à cette journée magique pleine d'aventures et de surprises. Alors au programme, grande parade costumée dans le village, spectacle et initiation au sabre laser, atelier de fabrication de baguettes magiques, tournoi Just Dance, contes et légendes racontés, jeux de société salon, atelier de maquillage et des food trucks pour régaler petits et grands. L'entrée est libre et ouverte à tous. La petite enfance est en fête à Istres. Cette première fête dédiée aux enfants de 0 à 3 ans est organisée par les professionnels de la petite enfance toute la journée. Donc ce samedi, c'est au gymnase Le Podium à partir de 9h. Alors au programme, vous allez retrouver de nombreux ateliers, des animations, donc peinture, activités manuelles, motricité, manipulation, maquillage, sculpture de ballons, mais aussi des conférences sur les métiers de la petite enfance, contes et histoires, apprentissage des comptines en langue des signes, sans oublier le spectacle de l'école de cirque Les Arlequins avec des successions de numéros aériens. C'est gratuit. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville d'Istres. Et puis on termine avec la 24e édition du SIAC, le Salon international de l'art, un rendez-vous incontournable de l'art et de la culture à Marseille. Et bien ce salon se tient tout ce week-end au Parc Chano à Marseille et c'est un événement très attendu qui marque le début du printemps et qui attire chaque année un public passionné et curieux, désireux de découvrir des œuvres uniques et des talents exceptionnels. Alors 146 artistes professionnels seront présents, prêts à partager leurs créations et à vendre en direct. Parmi eux, 58 primo-exposants feront leur début au salon. Chaque visiteur pourra y trouver son bonheur avec de nombreuses œuvres exposées. Une belle occasion pour plonger dans l'univers fascinant de l'art et de rencontrer des artistes venus des 4 coins du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellent week-end et à bientôt sur Maritima.